Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Dans le podcast Never Stop Learning, nous avons à cœur d'aborder des thèmes qui concernent la formation professionnelle, notamment les neurosciences, la pédagogie et le numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois thèmes autour du sujet de la conception d'une formation. Pour cela, j'ai à nouveau la chance de recevoir un auteur, Étienne Magnien, qui est également coach et formateur. Étienne est l'auteur du livre « Concevoir une formation, neurosciences, pédagogie et numérique pour assurer en animant », disponible aux éditions G-Réseau, dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Étienne Magnien propose une réflexion poussée sur l'ingénierie pédagogique avant de délivrer sa méthodologie et une mise en pratique pour tout formateur. Comme d'habitude, je mettrai un lien direct vers le livre dans la description de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver facilement. Bonjour Étienne. Bonjour Gérard. Premièrement, Étienne, pourrais-tu, comme on a l'habitude de le faire lors de nos épisodes, nous en apprendre un peu plus sur toi? Quel est ton parcours? Alors un parcours, moi j'ai fait prépa agro, j'ai fait agro à Montpellier, j'ai fait ma coopération militaire dans un institut de recherche sur le caoutchouc, ça m'a bien plu. Et puis après j'ai travaillé 8 ans dans l'enseignement arboricole à l'école supérieure d'horticulture de Versailles, nationale, il faut dire l'école nationale. Bon, tout ça pour dire que au début j'étais dans l'agronomie, mais qu'en fait je n'y étais pas très bien. Ça c'est ma vie, il m'a fallu un certain nombre d'années avant d'être bien dans ma peau. Mais alors je suis arrivé à la formation, j'avais en gros 32 ans je dirais. Et j'ai suivi une école de formation qui n'existe plus, qui était vraiment superbe, qui était l'IFAS, qui durait 2 ans et qui alternait les actions de formation et les réflexions en groupe sur c'est quoi l'animation, c'est quoi la formation, c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi le management, parce elle formait aussi au métier de consultant, donc le management, c'est quoi la psychologie sociale, donc c'était vraiment très riche. Et en sortant de là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire formateur puisque j'étais parti pour ça. Et puis il se trouve que j'étais encore un peu mal dans ma peau, c'est vrai, et que mes formations étaient soit très bonnes, soit assez mauvaises. Parce que je faisais des choses un petit peu difficiles, comme former au management des cadres de comités d'entreprise, donc des cadres CGT, avec des gens qui disaient moi je suis pas là pour être taulier, alors ils refusaient totalement certains principes du management, ce que je peux comprendre. J'étais plutôt bien sur des matières un peu techniques comme la bureautique ou comme la gestion financière, mais dès qu'on abordait des sujets où l'humain était en question et les valeurs étaient en question, alors j'étais un petit peu hésitant. Donc, je me suis orienté rapidement vers quelque chose qui ne pouvait pas m'entraîner à des combats d'idées, c'était l'ingénierie pédagogique. Et donc, j'ai fait pendant 10 ans de l'ingénierie pédagogique dans une petite structure qui ne faisait que ça, de faire des outils, des kits de formation pour les entreprises. D'accord. Après, la petite boîte a fermé pour des raisons XY et je me suis retrouvé à redevenir consultant avec toujours les mêmes problématiques de rapport à des gens. J'étais assez normatif quelque part et donc les normes des autres ne m'allaient pas et j'étais pas très bien. Et j'ai trouvé mon bonheur un jour parce que un gros organisme de formation cherchait des intervenants sur les formations aux écrits, à la communication écrite. Et là, c'était mon pied parce que ça faisait quand même 20 ans que j'étais dans l'écrit, que m'intéressait la place de la virgule dans une phrase, que l'orthographe, c'était mon petit pain béni. Et donc, j'ai fait ça depuis 2006. J'ai donné aussi des formations sur la mémoire, parce que mon passé scientifique revenait au galop. Et donc, voilà, j'avais mon bonheur. Et puis, comme je voulais un peu revenir aux anciennes choses, je me suis dit, tiens, je vais aussi intervenir sur la formation de formateur. Donc, voilà, j'ai donné beaucoup de formations sur ce thème. Et puis, j'avais envie d'écrire, donc j'ai écrit un livre pour G-Réseau sur l'écriture. Et un deuxième, je me suis dit, je vais faire quelque chose sur le concevoir une formation. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de clarifier des idées que j'avais en tête et que je voulais exprimer sur l'ingénierie pédagogique. Voilà. On va en parler longuement puisque là c'est la 3e édition en fait de ton livre Concevoir une formation. Et tu me diras si je me trompe, Étienne, mais a priori ton livre a pour objectif d'aider les formateurs à préparer leur formation. Et pour y parvenir, tu t'es intéressé aux neurosciences et au numérique, dont nous allons parler pour la suite. Tu y associes également un élément qui a toujours été essentiel dans les formations, c'est la pédagogie. Quelle est la première question qu'un formateur doit se poser lorsqu'il conçoit un module de formation pour toi ?
La fondamentale des fondamentales, c'est pourquoi cette formation, à qui elle va servir et en quoi elle va leur servir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont censés devoir maîtriser comme compétences à l'issue de la formation. Et je prends l'exemple très simple des gens qui donnent des formations, qui sont formateurs occasionnels et qui ont besoin de monter des formations pour leurs collaborateurs ou leurs collègues sur un sujet qu'ils maîtrisent bien. Alors comme ils sont experts de la chose, ils ont envie d'en dire beaucoup, mais la question fondamentale, c'est de quoi ils ont besoin eux. Qu'est-ce qu'ils ont Oui. besoin de maîtriser en termes de savoir et surtout de savoir-faire? Parce que je trouve qu'on oublie souvent les savoir-faire dans les formations aujourd'hui. On est beaucoup dans le savoir et en fait, les gens ont besoin de savoir-faire les choses. Donc les savoirs viennent appuyer, viennent épauler le savoir-faire, mais globalement, il faut vraiment se mettre ça en tête. Je vais prendre un exemple un peu exagéré. Une formation à l'écrit, à l'orthographe. Il y a un problème en formation à l'orthographe. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on va réviser, on va revoir ensemble les bases de l'orthographe, l'accord du participe passé, etc., etc. Mais globalement, de quoi ils ont besoin? Et ça, moi, je reconnais qu'ils ont besoin de faire des phrases correctes dans un contexte professionnel qui fait qu'aujourd'hui, on est sensible à l'orthographe parce que de plus en plus de gens se disent, tiens, ça marche pas, de faire des fautes. Et globalement, on devrait se centrer sur qu'est-ce qui est vraiment les grosses fautes et pas des petites choses un petit peu précieuses qui vont faire objet de débats intenses entre experts, quoi. Oui, tout à fait. Alors, dans ton livre, tu parles de pédagogie par objectif, la PPO, tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices de la pédagogie par objectif en formation? Alors la PPO, bon, c'est un vieux machin, hein, j'aurais tendance à dire que ça fait partie de tous les stages de certification à la formation. Tous les gens qui veulent avoir une certification de formateur, ils suivent des stages de 12 jours en gros, D'accord. et c'est un passage obligé. Maintenant, ils sortent des 12 jours, ils savent toujours pas ce que c'est. Ça, c'est une réalité parce que je le vois, je ne leur en veux pas beaucoup, mais moi, la PPO, c'est tout raisonner en termes de savoir-faire et de savoir lié à ce savoir-faire. Donc, dès que je peux mettre un verbe d'action, du point de vue de l'apprenant, je gagne beaucoup en clarté sur moi ce que je vais faire. Mais la plupart du temps, ça clarifie ce que l'on veut mettre en place. Et ça, c'est le premier avantage, clarifier. Le deuxième avantage, ça amène à structurer énormément son dispositif de formation. C'est-à-dire D'accord. que j'ai un grand objectif, je le sous-divise en sous-objectifs, etc. Et puis le troisième avantage qui est rarement explicité, mais qui est toujours dit sous-entendu, c'est le fait de se mettre du point de vue l'apprenant. Et ça, j'ai eu beaucoup de formateurs au début qui avaient du mal à comprendre ça, parce qu'ils raisonnaient en termes de je vais montrer ça, je vais faire ça. Et oui, d'accord. Et l'apprenant, il Ouais. fait quoi là-dedans? Et l'apprenant. La PPO, elle va ramener sans cesse, en gros, à l'apprenant. Justement, pour atteindre l'objectif pédagogique, tu utilises des séquences pédagogiques. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ces séquences et comment tu les implémentes dans le parcours? Alors, le mot de séquence est un petit peu polyvalent, je dirais, enfin, ou multivalent, je sais pas. C'est-à-dire que les gens l'utilisent parfois avec j'ai mon sens et d'autres ont des sens différents. Mais globalement, dans la plupart du temps, dans 80% des cas, si j'ai un grand objectif de formation qui est subdivisé en 4-5 sous-objectifs, et ben chaque sous-objectif donnera lieu à une séquence. Ça, c'est le global. Tiens, par exemple, je prends un truc qui est relatif à l'assurance. Alors, tout le monde se fiche de l'assurance, mais moi, je suis formateur en assurance auto et je vais faire un module sur la vente d'un produit automobile, d'un produit Oui. d'assurance auto, et j'ai un client qui rentre et je vais dérouler une démarche. Eh bien, le parcours pédagogique va reprendre globalement les étapes de la procédure. Pourquoi? Parce que ça va parler aux participants qui sont là. Ils vont s'y retrouver, ça va être concret, ça va être de l'ordre du métier. Donc, j'aurai une séquence qui consiste à identifier les besoins du client, une deuxième séquence qui est de trouver la réponse assurance, etc. On a réfléchi ensemble avec des concepteurs assurance Oui. et on a réfléchi ensemble, mais ils ont dit on va faire ça. Le résultat, c'est de vendre son produit d'assurance et on va passer par 4-5 étapes. Et chaque séquence, c'est une étape qui est formulée en termes d'objectifs à la fois pédagogiques et un objectif d'action. Donc c'est super, tout le monde est content. D'accord. Lors d'un précédent podcast que nous avions fait sur le sujet du parcours de formation, j'ai une question que j'ai promis de te poser dans la zone commentaire. En effet, dans la 3e édition de ton livre, pour moi, elle arrive au bon moment car post-Covid, après les formateurs en présentiel qui ont eu du mal à se mettre au distanciel, et ça a été quelquefois assez compliqué pour eux, arrive maintenant, en tous les cas pour quelques-uns d'entre eux, l'inverse, c'est-à-dire des animateurs de classes virtuelles, des concepteurs pédagogiques qui se retrouvent à animer en salle. Et là, il y en a beaucoup pour lesquels ça paraît également compliqué. Est-ce que toi, de ton côté, tu l'as constaté et quel est le premier conseil que tu pourrais donner, en plus d'acheter ton livre, qui les aidera pour concevoir leur formation? Je te demanderais bien de reformuler la question parce que globalement, moi, la question que j'entendais là, c'est des gens qui conçoivent des formations sont un peu inquiets à l'idée de passer en présentiel, en face à face devant les autres. C'est ça. Donc pour moi, c'est plus une question d'animation
plutôt qu'une question de conception. Oui, c'est Hein. peut-être une question d'animation. Oui, tu as raison. Alors d'abord, je dirais qu'un concepteur qui conçoit sans avoir été formateur, ça m'ennuie un tout petit peu. C'est-à-dire que le métier de conception, c'est vrai que souvent on le sépare du métier de formateur, mais je trouve que l'idéal dans la vie, ce serait qu'on soit formateur en suivant un kit qui a été préparé par d'autres, et puis qu'après, quand on est bien devenu formateur, on se lance dans la conception d'outils pour soi. Mais l'inverse, c'est un peu compliqué parce qu'on va rester un peu intellectuel, je trouve. Alors, je sais pas, j'ai peut-être tort, hein, mais j'ai tendance à penser que un bon concepteur doit être un animateur d'abord. Pas forcément un bon animateur, mais qui se soit un peu frotté à la question de qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est que les reformulations, qu'est-ce que c'est que poser les bonnes questions, qu'est-ce que c'est que d'animer un groupe. Donc, pour revenir à l'histoire, j'étais concepteur et je vais devoir animer en présentiel, ou j'étais en virtuel à distance et je vais être en face à face. Pour y réfléchir tranquillement, je vais prendre les deux cas. J'étais en distanciel et je vais passer en présentiel. C'est un problème de trac, un problème de mise à nu parce qu'on est devant le groupe, on n'est plus Oui. protégé par un. Là, globalement, je ne sais pas quoi répondre. Je comprends des gens que ça les fasse. En fait, ils sont dans la même situation que la personne qui va animer pour la première fois de sa vie. Voilà, donc virtuel et présentiel, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Ils ont déjà un atout par rapport aux gens qui n'ont pas animé, c'est qu'ils ont déjà animé en virtuel. Ils sont censés avoir appris quelque chose de la communication, du rapport aux autres, donc Pas si différent en ouais, réalité non, non, de passer du virtuel non. Je reconnais en que c'est présentiel. pas la même chose, et je le sais puisque j'ai vécu 1 an et demi en gros en virtuel, et que j'ai fini par y trouver un certain plaisir ou bonheur, ou confort peut-être. Mais c'est sûr que on perd en interaction, quoi. Ouais, en interactivité, tout à fait. Alors, on va aborder les neurosciences, puisque c'est l'un des grands thèmes que tu abordes dans le livre. Qu'est-ce que la formation a en tiré des neurosciences, selon toi? Tu apportes beaucoup d'éléments de réponse. Alors, c'est une bonne question. Merci de me la poser. J'aurais tendance à dire que déjà, on n'aurait pas besoin quelque part des neurosciences si on est un bon formateur. Maintenant, les neurosciences, elles ont débusqué un certain nombre de mythes qui circulent dans l'information et déjà, c'est pas mal. Moi, par exemple, l'histoire cerveau gauche, cerveau droit m'a toujours gonflé. Ou bien d'autres. Pour ceux qui savent, la pyramide de Dale, pour moi, ça fait 30 ans que je dis que c'est un fake news. En fait, les neurosciences enrichissent la pédagogie et la plupart des gens qui réfléchissent sur la pédagogie aujourd'hui vont aller voir ce qui se dit du côté des neurosciences. Donc voilà, on a un monsieur qui est vraiment très connu maintenant, enfin ceux qui le connaissent, c'est Stanislas Dehaene, Oui, qui peut crisper certains, mais c'est quand même un pont dans sa matière. il a Alors, écrit des il très a, beaux ouvrages. oui, d'excellents ouvrages sur la mémoire, les neurones, la Ouais, lecture, ouais. etc., là, comment ça Mm. fonctionne dans la tête. Globalement, les neurosciences, elles sont aujourd'hui partout dans la formation. En particulier, il y a une revue que je lis beaucoup, une revue virtuelle, c'est TOT ou THOT, T-H-O-T. Oui, tout Le, à fait. voilà, le dieu Thoth était un dieu de la connaissance, et c'est une revue canadienne qui publie beaucoup d'articles sur la formation en général, et ils ont toujours 2 ou 3 articles sur neurosciences et pédagogie. Donc, C'est vrai. on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui d'en savoir un peu là-dessus. Maintenant, c'est en même temps une grande mode. Je vois des gens qui disent ah je me passionne pour les neurosciences. Bah, moi, je dirais plutôt, je me passionne pour la connaissance aujourd'hui, enfin la science, point. Oui, tout à fait. Alors, neurosciences, c'est effectivement, c'est en rapport avec le cerveau, donc c'est bien. Mais on ne peut pas faire l'impasse, quoi. Faut me Oui. tenir au courant. Voilà. J'ai deux questions sur la mémoire, puisque tu en parles dans ton livre. Tu mentionnes notamment deux types de mémoire, la mémoire explicite et la mémoire implicite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont ces mémoires et comment nous pouvons les utiliser pour mieux préparer nos formations? Alors, grosso modo, la mémoire explicite, c'est celle où ce qu'on a dans la tête peut être exprimé par des mots. Donc, c'est pour ça qu'on dit explicite. Et c'est une mémoire dont on a conscience. Alors que les mémoires implicites sont des mémoires, entre guillemets, acquises. C'est un gros paquet, les mémoires implicites. C'est des mémoires qui s'apprennent sans qu'on le sache exactement. En particulier, je pense à une énorme mémoire implicite, c'est celle du langage maternel. On ne se souvient pas d'avoir appris à parler. On ne se souvient pas d'avoir appris à marcher. Donc ça, c'est des mémoires qui normalement se mettent en place quand on est enfant et elles n'ont pas beaucoup d'application dans la formation. Sauf qu'il y a une mémoire implicite qui est d'abord explicite, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des savoir-faire. C'est ça. Et beaucoup d'experts d'une pratique ne sont pas sensibles au fait que le novice, celui qui apprend, d'abord, le savoir-faire est à expliciter, il est à mentaliser. Et ce qui est devenu automatique chez l'expert reste à devenir automatique chez l'apprenant. Il y a un gap, il y a un écart entre expert et novice à ce niveau-là. Et c'est bon de savoir que cet écart est là, il est très fort. Donc, globalement, dans la formation, je pense que c'est surtout important de se dire, moi, ce que je sais en tant qu'expert, c'est énorme. Et l'apprenant ne pourra pas tout maîtriser. Donc, il faut déjà que je fasse un choix. Et deuxièmement, il faut du
temps et de la maîtrise et de la répétition pour que ça s'automatise chez mon apprenant. Donc il y a souvent des ignorances de cette différence de position entre expert et novice. À ce niveau-là, je pense que comprendre un peu l'implicite et l'explicite, ce serait pas mal. Tu l'expliques très bien dans ton livre et concernant la mémoire procédurale, en fait, tu le résumes également très bien puisque tu dis faire faire et encore faire faire. Donc, Oui, même pour des choses comme maîtriser l'accord du participe passé. C'est d'abord une règle à apprendre. Donc c'est de l'explicite, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est tout ce qui est connaissance du monde. Et après, il faut l'automatiser, c'est-à-dire que c'est à force de le pratiquer que ça rentre dans un processus où je vois un verbe avoir, je vois le participe passé, je dis où est le COD. Et ça s'automatise à l'usage, à la répétition. Et là, on fait passer un savoir sémantique, on va le faire passer dans la mémoire procédurale. Tout n'est pas aussi simple. Et il y a des choses qui restent dans la mémoire sémantique, c'est tout ce qu'on apprend à l'école en général. Je veux dire, les oui, tout dates, à fait. l'histoire, la géo, l'économie, voilà. Lorsque tu parles de conception de la formation, tu mentionnes toujours au sujet de la mémoire 6 facteurs de la mémoire à respecter. Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement? Alors, comme je donne les formations sur la mémoire, je m'en souviens un petit peu. C'est bien. Alors, souvent, je donne 7 facteurs parce qu'il y en a un qu'on oublie beaucoup, mais qu'on ne peut pas manipuler en formation. C'est le fait qu'il faut un bon système cardiovasculaire. C'est-à-dire que l'oxygène est un comburant essentiel pour apprendre, et le glucose aussi, mais ça, on va pas y toucher en formation. En formation, je dis, il y a d'abord respecter le fait que il y a deux grands facteurs psychologiques, c'est la motivation et la concentration. Donc, motivation, ben, on n'apprend pas si on n'est pas motivé. Donc, il faut créer les conditions de la motivation, y compris pour des gens qui viennent en formation et qui disent, bah, moi, on m'a rien demandé, je sais pas pourquoi je suis là. C'est toujours un D'accord. peu délicat, c'est vrai, mais il faut clarifier si on ne peut pas arriver à un minimum d'accord sur le fait que cette formation peut leur apporter quelque chose. Moi, j'ai eu un gars qui est resté 2 jours ou 3 jours, je sais plus, les bras croisés au fond de la salle. C'était un stage sur le management, définir les objectifs de management. Il dit, moi, ça me concerne pas. C'était un autre temps. Bah, il est resté au fond, hein, mais c'était con. Il aurait Ah mieux oui. fait de voir avec sa hiérarchie s'il pouvait ne pas venir. Enfin bon, il avait son droit, hein, mais voilà. C'est très compliqué. J'ai eu un jour une équipe où il y avait 3 personnes sur de l'orthographe. Ils n'avaient pas demandé, ils étaient vexés d'ailleurs. Et puis, ce qui était assez curieux, c'est que leur chef était là aussi. C'est elle qui avait demandé à ce qu'ils fassent le stage. Enfin bref, c'était très infantile tout ça. Donc là, la motivation, elle est assez nulle. Cela dit, ils ont été assez accrochés pendant les 2 jours et ça s'est très bien passé avec eux. Voilà. Pendant que la chef, elle était là, elle était sur son ordinateur, elle nous ignorait. C'était génial. Oui. Mais donc, la motivation, il faut la trouver, il faut la créer, il faut la générer, et il faut que le participant aussi soit clair sur pourquoi il est là. Moi, j'ai des gens qui se trompent de stage, hein, enfin qui se trompent de stage, qui viennent chercher quelque chose qui ne pourra pas être donné par la formation. Donc, je les invite à être clairs et à savoir s'ils restent ou s'ils s'en vont. Donc, parfois, il y en a qui restent et ils sont contents. Donc, la motivation, c'est fondamental. La deuxième chose, la concentration. Alors là, la concentration, c'est l'animateur d'être alerté. Ça, c'est le problème d'animation. C'est pas de la conception, c'est de l'animation. C'est être clair sur les gens qui fatiguent, sur les pauses éventuelles qu'on peut faire en plus, de respirer, et puis de trouver des activités qui soient intéressantes et qui génèrent de l'attention. En particulier, naturellement, je n'ose pas le dire, mais on évite d'asséner un PowerPoint pendant 1 heure. C'est une Si, évidence. si, tu peux le dire. Tu parles également de renforcer, de vérifier ce que l'on a retenu, d'associer, de visualiser, de structurer. Tu peux nous en dire un peu plus sur les 4 autres? Bon, ça, c'est ce que je donne dans mes formations sur la mémoire, quand on veut la travailler. Maintenant, quand on est concepteur, Oui. en quoi ces facteurs-là, je peux les utiliser? Et répéter, réviser. Si je déroule une formation, je suis tranquille, je suis dans mon coin, je balance mes informations, sans savoir ce que les autres en font en face de moi, je suis quasiment sûr que ça sert à rien. Donc, ça veut dire répéter, réviser. Ça veut dire faire le point, généralement, à la fin de la journée et le lendemain matin, la plupart du temps, la plupart des collègues et moi, on fait, le matin par exemple du deuxième jour, on fait un réveil pédagogique, c'est-à-dire des exercices, des activités qui invitent les participants à réfléchir qu'est-ce qu'ils ont appris la veille. Ça permet de consolider les choses. Et même chose, le premier soir, de faire un point sur ce qui a été vu, parce que, comme dit la chanson, en un jour, on a perdu 90% de ce qu'on a appris. Ce qui est faux. C'est faux, mais il y a une image derrière, c'est que si on ne fait pas de consolidation, il y a des chances qu'on perde de l'information et de l'apprentissage. Ça, c'est le premier point. Les révisions, les répétitions, c'est important. Dans l'idéal, il faudrait que les activités au fil des 2 jours reviennent de temps en temps sur quelque chose qui a déjà été évoqué sous un autre angle, en l'enrichissant, le complétant, le renforçant. Enfin, il y a quelque chose qui serait intéressant à faire au niveau de la conception. Bon, on a des problèmes de temps après, donc on fait ce qu'on peut, hein. Donc ça, ce serait les révisions, parce qu'il y a une courbe qui est très importante à connaître quand on travaille sur la mémoire et l'apprentissage en général. C'est la courbe de l'oubli de Monsieur Ebbinghaus. Donc là, je renvoie sur Internet, il y a plein de choses là-dessus. Mais ça dit en gros qu'au bout d'un jour, s'il n'y a pas de travail sur le sens,
Ça aussi, c'est important. Le travail sur le sens, c'est ce qu'on comprend. S'il n'y a pas de travail sur le sens, on peut perdre jusqu'à 70% des infos qu'on avait acquis, qu'on avait cru avoir maîtrisé la veille, c'est-à-dire 24 heures avant. Donc, perte importante. Les 3 autres outils, les associations, la visualisation et la structuration, sont fondamentales pour bien maîtriser les connaissances. Alors, je vais commencer par la dernière, la structuration. L'apprenant, il a besoin d'un cours structuré, c'est une évidence. Les gens ont besoin de choses simples, ils ont besoin de choses structurées. Et ils ont besoin de structurer eux aussi. C'est-à-dire qu'il serait bien de leur proposer des activités où ils leur mettent ensemble les choses qu'ils ont vues. Alors, j'ose pas parler de carte mentale parce que c'est quand même le grand thème, mais c'est un bon outil, Mais il n'y a pas que ça, Deuxième point, c'est les associations, faire des liens avec ce qu'on sait déjà. Alors ça, c'est un problème de mémoire. Au niveau de la conception, partir déjà de ce que les gens savent et pas réinventer l'eau chaude, ça serait déjà une bonne chose parce que les participants aiment pas qu'on leur réapprenne ce qu'ils savent déjà, mais s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà pour aller plus loin. Bon, ça c'est une chose. Et puis associer, utiliser des métaphores, utiliser des analogies. Tout le monde connaît l'analogie pour apprendre le courant électrique avec un cours d'eau. Bon, on en a fait des analogies. Donc les associations, voilà, il y a pas mal de choses à dire là-dessus et il me faudrait 2-3 jours pour ça. Oui, oui. La dernière chose, c'est visualisation. Alors la visualisation, ça c'est fondamental, c'est que l'image est un très bon support de mémorisation. Il faut utiliser des schémas, il faut utiliser des cartes mentales, il faut utiliser des métaphores aussi au niveau de discours. Voilà, tout ça c'est des images, c'est-à-dire qu'on crée dans l'esprit des choses qui évoquent. Et en fait, il faut s'appuyer sur tous les sens, si on peut, pour bien apprendre. Merci pour cette réponse. De toute façon, la question, effectivement, elle est complexe. On va passer au numérique. Tu dis dans ton livre que c'est la deuxième innovation, le numérique. Quels sont pour toi les principaux avantages du numérique dans la conception d'une formation? Le numérique renvoie plein de choses. La première déjà, c'est qu'on a supprimé beaucoup de supports papier, on les a remplacés par des supports digitaux. Rien que ça, c'est du numérique. On envoie le Word, le support d'exercice en virtuel, donc on a moins de papier. Bon, ça c'est une petite chose, hein, c'est pas. Après, le numérique qui permet d'utiliser beaucoup d'outils qu'on trouve en ligne ou qu'on trouve en appli à télécharger ou qu'on achète, etc. Et il y a pas mal d'opportunités de jeux pédagogiques qui n'existaient pas aussi fortement avant, enfin qui existaient, mais qui demandaient du matériel. Je prends un exemple tout bête. On peut utiliser un jeu de cartes. Prenons le cas des barbarismes que j'utilise beaucoup puisque je travaille sur le français. Un barbarisme, c'est une faute de français. Donc, je peux donner un jeu de cartes où il y a à chaque fois des paires de cartes. Il y a la bonne formule et la mauvaise formule. Et on distribue aux participants et ils doivent choisir où est la bonne carte. Et bien, on se rend compte que beaucoup ne savent pas. Donc, ça leur permet de travailler de façon, entre guillemets, ludique sur une problématique. Ce même jeu existe en virtuel. Donc, on gagne en manipulation. Puis, on gagne aussi en rapidité. Les jeunes, par exemple, ils aiment bien tout ce qui est virtuel donc parce que ça va vite. Donc, on gagne au niveau du rapport aux participants. On peut mettre en place des sortes de compétitions qui sont assez excitantes. Il y a un logiciel qui s'appelle Kahoot, qui est assez connu pour ça. Oui. Parce que moi, avec des jeunes de 23, 24 ans, ça marche très fort. Ça marche tellement fort qu'ils ne veulent plus que ça. Alors je leur dis, attendez les gars, on va faire autre chose. Les moins jeunes, ils aiment bien, mais effectivement, il leur en faut pas trop. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils ont envie de retourner à des choses plus classiques. Mais ça a un côté stimulant, excitant, et c'est pas mal pour l'animation. Pour toi, ça a permis une vraie réactivité des apprenants. En tous les cas, elle est plus forte qu'avant avec ces outils numériques. J'aurais tendance à dire oui, mais il faut que je réfléchisse. Les jeunes, oui. N'importe quel participant aime la variété dans les activités. Donc, un peu de tout, c'est ça qu'il faut. Un peu de tout. C'est pas le numérique en soi, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le numérique comme exercice et qu'est-ce qu'on fait en dehors du numérique comme exercice ou comme activité, quoi. Les gens adorent, par exemple, les petits groupes, des ateliers pour être entre eux, pour discuter, pour réfléchir. Ils adorent un peu de ça, un peu de Kahoot, un peu d'exercice classique. Il faut varier et il faut que tout ait un peu de sens et qu'il y ait de l'apprentissage derrière. Donc derrière, il faut vérifier qu'est-ce qu'ils ont appris. Et dans ton livre, je crois que tu parles également que le numérique a favorisé aussi les communautés d'apprenants. Tu confirmes ça? Alors là, je suis sceptique, c'est-à-dire que quelque part, non, mais c'est pas ça, c'est que moi, je l'ai pas mis en pratique vraiment pour moi. D'accord. C'est vrai que sur le papier, on dit, bah, tiens, les gens, on peut faire des forums, on peut travailler en mail. Enfin, c'est peut-être bien pour les formations de longue durée, mais l'expérience a montré que c'était quand même lourd à mettre en place et que les gens n'étaient pas très, très réactifs. Il faut un animateur derrière. Donc, il faut un animateur du forum, il faut un animateur de la communauté. Donc, sur coup, bon, c'est pour ça que moi, je suis pas allé là-dessus, mais voilà.
un peu sceptique sur les communautés d'apprenants. Je te rejoins si elle n'est pas animée, la communauté d'apprenants, que ce soit des groupes WhatsApp ou Slack ou Teams sur ce qu'on veut. C'est compliqué, effectivement, parce qu'elle reste et qu'elle perdure, surtout. Ouais, j'ai eu l'exemple, à contrario, d'un groupe qui était vraiment content d'avoir suivi 2 jours sur je sais plus quoi, qui ont dit: «Oh, on va communiquer ensemble». Il y a eu que dalle, quoi. C'était leur désir à eux. C'était Oui, c'est vrai. une sorte de pas faire le deuil tout de suite d'un groupe qui avait bien marché, quoi. Alors, en restant sur le numérique, on a des formateurs qui sont avertis, qui sont plus les seuls à pouvoir transmettre savoir et savoir-faire, parce que l'information, en fait, elle est partout sous forme numérique. Je voulais avoir ton avis plutôt, si c'était une opportunité pour toi que ce savoir soit à disposition, ou si ça rendait finalement l'apprentissage un peu plus compliqué, parce que se former tout seul, ça exige d'avoir appris à apprendre, on en parle très Tout à fait, souvent, ouais. et s'informer, souvent, ça veut pas dire se former, et on peut aller vers l'illusion de connaissance. Je voulais avoir ton avis sur tout ça, cette masse d'informations, elle apporte vraiment quelque chose au formateur ou elle lui complique la tâche? Bah, elle apporte quelque chose au formateur en tant qu'outil d'information pour lui, ça c'est une évidence. Wikipédia est une énorme belle source pour moi. Et puis je découvre sur internet qu'entre les conférences, les TEDx, qui sont des conférences de Oui, scientifiques sur un sujet, c'est vraiment intéressant et palpitant. Ça prend du temps, hein, c'est des conférences à chaque fois, c'est 15-20 minutes. Donc, ouais, c'est ça. mais il y a un énorme potentiel d'information pour soi. Il faut avoir appris à apprendre et il faut pas se noyer là-dedans non plus. Pour l'organiser pour des participants, des apprenants, pourquoi pas, mais ça demande du boulot là aussi. Moi, je dis pourquoi pas, hein, mais je vois que les gens sont très peu curieux, en fait. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, alors que moi, j'ai trouvé la réponse sur Internet, et je dis, mais pourquoi ils le font pas? Ça me donne du boulot, hein, comme ça. Ça me donne une importance, je suis très content. Mais c'est vrai qu'Internet est merveilleux, mais en même temps, qui sait l'utiliser? Alors, on va arriver à la fin de ce podcast. J'ai encore néanmoins 3 questions à te poser. Tu dis dans ton livre, Étienne, que le digital ne devrait pas dépasser 40% dans un parcours de formation. Et je voulais que tu nous dises, pour toi, quel était l'équilibre idéal, en fait, entre toutes les modalités finalement que tu peux mettre dans un parcours de formation. Alors, c'est là aussi, ça demanderait du temps, enfin, Ouais, que je trop de temps. faudrait que... Non, mais c'est pas ça, c'est que, Non, mais c'est vrai. c'est qu'est-ce qu'on met sous le terme de digital? Si je mets que tous ces jeux qui sont intéressants, interactifs, ludiques, excitants, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est la métacognition, c'est-à-dire réfléchir sur ce que j'ai appris et qu'est-ce que je sais déjà. Et ça, c'est des temps de lenteur, c'est-à-dire des temps hors digital. Le digital oblige trop à être rapide et on consomme sans maturer, entre guillemets, sans mûrir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait pas qu'il y ait trop de digital dans une formation, quelle qu'elle soit. Il faut des temps d'échange avec le formateur, il faut des temps d'échange entre les pairs, entre les collègues, il faut des temps de réflexion avec soi-même. Ça, les gens savent pas trop faire, hein, de réfléchir sur un sujet tout seul. Mais il faut ces temps-là. C'est pour ça que je disais pas plus de 40%, parce que je l'ai vu avec des participants en dehors des jeunes qui sont en master, en dehors des jeunes, les autres, ils ont besoin de temps plus traditionnel. C'est pour ça que je disais pas plus de 40%. Voilà. Avant le Covid, les 2 arguments principaux que j'entendais sur la formation, c'était, ça n'avait pas d'ailleurs beaucoup de sens par rapport à la conception d'une formation, c'était réduire les coûts et réduire les durées de formation. C'est-à-dire que c'était plutôt en gros des éléments purement économiques. Est-ce que post-Covid, tu observes des changements et les gens ont changé finalement d'optique sur la formation et la manière dont il fallait faire et concevoir les formations? Il y a un gros engouement pour le virtuel Oui. et pour des formations très courtes. Très courtes, c'est-à-dire une demi-journée. On veut très court parce que les entreprises, ça les ennuie quand même de laisser partir des salariés trop longtemps. Autrefois, on avait des formations en 4 jours, bon, même plus. Et puis petit à petit, on est aujourd'hui à des formations en 2 jours. Moi, je me rends compte qu'une journée, ça pourrait m'aller très bien. Et donc, un quart de journée parce que non seulement les entreprises, ça les arrange, mais les salariés aussi sont toujours ennuyés de partir en formation. Ils adorent les formations en présentiel parce qu'ils peuvent rencontrer d'autres personnes. Ils sortent de chez eux. Mais quand ils reviennent au boulot, ben, ils ont une masse de courriel qui les attend et ça les ennuie beaucoup. Donc là, aller vers des petites formations, je crois que c'est une grosse tendance, quoi. Maintenant, ouais, non, je pense que c'est une grosse tendance. Il y a plein de choses, on peut faire court. Après, il y a des choses, c'est compliqué. Moi, je vois, non, il y a plein de choses et ça demande au moins 2 jours. Avant le Covid, nous, ce qu'on entendait, c'était 2 arguments qui étaient réduire les coûts en utilisant finalement la formation à distance, les visioconférences, les Mm, classes mm, mm. virtuelles, le e-learning, et réduire les durées de formation. Ce qui, moi, m'étonnait toujours parce que on parlait de coûts
et pas tellement du contenu, c'est-à-dire pas de multimodalité, on parlait pas d'utilisation forte du numérique qui pouvait renforcer l'efficacité d'une formation avec du présentiel. Et ça m'étonnait vraiment. C'est pour ça que je voulais te poser la question sur toi, si tu observais ça et si finalement le Covid avait permis de faire une prise de conscience sur l'utilisation notamment de la multimodalité et de faire court, oui, mais au profit de la formation. Je suis bien embarrassé pour répondre parce que on est en 2022. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier et je me rends compte que les principes de base de la conception pédagogique, qui est de varier entre guillemets les activités, d'avoir des objectifs centrés sur l'apprenant, ça reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Parce que quand il y a eu la Covid, j'ai donné des formations sur de l'expression écrite en visio. Je proposais plein d'activités différentes pour que les gens supportent le visio. Ils ont trouvé ça super, très intéressant, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que un client voisin demandait de l'innovation pédagogique, mais j'ai l'impression que c'était un mot creux pour lui. Et qu'on n'a toujours pas compris ce que c'est que la formation et qu'il n'y a pas besoin d'innover tout le temps, que déjà faire ce qu'on devrait faire depuis 30 ans, ce serait déjà innovant. Et la deuxième chose, c'est que, oui, il y a un aspect économique dans raccourcir les formations ou faire du virtuel qui, quelque part, oblige à être innovant au niveau pédagogique aussi, donc pourquoi pas. Mais je sais pas si les gens maîtrisent vraiment ce que c'est que la formation aujourd'hui en 2022. Parce que moi, quand je me tape un webinaire, on est nombreux, il y a un gars qui va nous infliger ses slides pendant une demi-heure et que si on comprend pas, on est largué. J'ai dit qu'il y a un manque de pédagogie chez cette personne qui est aggravé par le fait qu'ils sont virtuels. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on est encore au degré zéro de la pédagogie. Donc, la question, c'est pas trop le multimodalité, c'est qu'il faudrait un jour se mettre à savoir ce que c'est que la pédagogie. Oui, enfin, j'exagère un peu. Hein, non, sur les webinaires, je suis pas sûr que tu exagères parce que. Non, mais je veux dire sur la formation en général. Ah, sur la formation en général. Je pense que beaucoup de gens ont encore des conceptions assez traditionnelles de la formation. C'est le maître expose et l'élève écoute. L'élève écoute et puis après, il bosse un peu quand même parce qu'il faut quand même qu'il applique, quoi. Alors Étienne, nous arrivons à la fin de ce podcast, mais j'ai néanmoins une dernière question avant qu'on se quitte. Pour conclure, qu'est-ce qui définit selon toi une formation réussie ? J'allais dire spontanément, quand les gens sont très contents, c'est déjà pas mal. C'est même beaucoup. Ça suffit pas de dire qu'elle est réussie parce que normalement, une formation est réussie si les apprenants ont atteint les objectifs de formation qui ont été définis au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent faire quelque chose de concret ? Donc, c'est là que je rigole. Plus compétent, plus capable. Plus compétent, ça c'est le truc essentiel. On devrait le voir après la formation, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois après. Mais ça demanderait un boulot extraordinaire et plus de temps, puisqu'il faudrait définir les conditions de vérification de la compétence. Et ce serait pas mal ça. Hein. Oui. Alors dans la formation, on peut le faire, c'est-à-dire que on peut le faire, mais si je donne une formation sur l'écrit efficace et que au bout d'1 jour ou 2 jours, les gens sont capables de faire des phrases plus courtes et bien structurées, la formation a atteint ses résultats. Et pour moi, c'est bien. Que les gens soient contents, c'est pas un bon critère. Le bon critère, c'est qu'on vérifie, nous, formateurs, qu'ils sont bons sur telle ou telle compétence. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de formation ? Nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Et je voulais te remercier, toi, Étienne, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir permis de découvrir avec toi ton livre « Concevoir une formation, neurosciences, pédagogie et numérique pour assurer un animant » que je vous mettrai donc dans le lien et qu'on va retrouver aux éditions G-Réseau. Un très grand merci à toi, Étienne, pour cet épisode. Merci à toi Gérard et bravo aux écoutants s'ils ont tenu jusqu'au bout parce que j'aimerais parfois prendre du temps pour poser les choses et voilà. Mais bon, l'improvisation c'est pas mal aussi. Mais c'est au moins spontané et puis il y a ton livre donc auquel on peut se référer et qui est très bien fait. Un très très grand merci Étienne. Merci Gérard. Au revoir. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.